Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Commençons par la pluie de mardi qui avait plongé plusieurs familles dans la détresse, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels très importants ont été enregistrés au quartier Matengui. Les câbles électriques dénudés ont causé la mort de 3 personnes, justement. On en parle dans ce reportage. La pluie devient de plus en plus un cauchemar pour plusieurs habitants de Kinshasa. Encore ce mardi, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels ont été causés par la pluie. Au quartier Mateba par exemple, une famille a perdu simultanément 3 personnes mortes électrocutées. Le débordement de la rivière Kalamou a provoqué l'inondation qui a favorisé ce drame, affirment les témoins oculaires. Nous vivons dans un endroit très difficile. Mais eux vivent paisiblement avec leur famille. Nous ici, nous souffrons avec nos enfants. Aujourd'hui, notre grand frère est décédé. Je préfère ne plus parler. Le mal était inévitable étant donné qu'il y avait de l'électricité pendant la pluie. La nuit, lorsque nous sommes sortis, ma mère et moi avons trouvé beaucoup d'eau et il y avait du courant. 3 personnes sont mortes électrocutées. Très choqué, le bourgmestre sortant de la commune de Limete a exhorté les jeunes à faire le curage des caniveaux. Cet événement malheureux nous a tous attristés. Il faut que les jeunes fassent régulièrement le curage de la rivière. Pour éviter de pareils incidents, que les jeunes se mobilisent et nous allons leur donner les outils. Cet incident malheureux doit nécessairement interpeller la SNEL, mais aussi les autorités ayant en charge le service d'habitat afin d'ouvrir l'œil dans l'octroi de l'autorisation de bâtir, surtout dans les espaces riverains. Et puis 141 personnes ont péri justement dans les dégâts d'après la pluie de mardi. C'est le bilan qu'avait établi le gouvernement qui avait tenu une réunion de crise mardi soir à Kinshasa, rencontre à laquelle avait pris part le chef de l'État par visioconférence depuis Washington aux États-Unis où il se trouvait. Félix Tshisekedi avait directement instruit que soit décrété 3 jours de deuil national qui étaient entrés en vigueur le matin de mercredi. Annie Akole. La décision a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, après une réunion d'évaluation de la situation dramatique qui a frappé la capitale congolaise. Par ailleurs, le gouvernement a donné des instructions fermes au gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sur des sites qui abritent des constructions anarchiques. À partir de demain, le Congo est en deuil. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Le ministre de l'Intérieur qui affirme que les gouvernements prendront en charge le deuil ajoute aussi que les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1 sont en cours. Et le gouvernement sera pris en charge, effectivement. Le deuil sera pris en charge par le gouvernement de la République. Les travaux sont en train de se faire. Et ça va se dérouler entre 4 et 5 jours. Les techniciens nous ont affirmé qu'il ferait tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà dessiné. Et donc, pour le reste des petits camions, et ainsi de suite, dans les 4 jours. Vu cette réalité qui a frappé la capitale congolaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi a également décidé d'écourter son séjour aux États-Unis et de rentrer à Kinshasa ce jeudi 15 décembre, sauf imprévu, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden.
Et des dégâts après les pluies sont de plus en plus récurrentes à Kinshasa. Quelles en sont les vraies causes et quels remèdes y apporter? Nous avons posé la question à Frédéric Kalarouali, ingénieur topographe et chef de division urbaine de cadastre. C'est avec le moyen technique de Florent Kita. Les gens doivent comprendre maintenant que tout terrain n'est pas constructible. Et quand les gens comprendront ça, je pense qu'il faut qu'on rentre dans le système de lotissement réglementé. Cité Maman Boutou, Cité Verte, Cité Salongo, Motel Fikine. Quand vous trouvez là, vous trouvez que tout est harmonisé. Mais quand vous arrivez à la cité ici, c'est du n'importe quoi. Chacun, dès qu'il a attrapé 10 000, 20 000, non, la première chose, c'est d'augmenter le nombre de locataires dans ma parcelle. Alors, quand vous augmentez le nombre d'abord, il y a le problème de courant, il y a le problème d'eau, il y a le problème d'où jeter ces eaux de ruissellement, puisque chaque niveau connecté, alors, tous ces facteurs-là, il faut qu'aujourd'hui Kinshasa est inondé, puisque chaque bourgmestre, que ce soit au niveau du cadastre, nous, on connaît le nombre de parcelles enregistrées. Mais le bourgmestre devait avoir le nombre de parcelles dans sa commune. Mais si vous demandez au bourgmestre, il ne sait pas. Chez nous, cadastre, aussi au moins l'évolution des numéros que nous octroyons, les parcelles cadastrales. Mais les chefs de quartier, est-ce qu'il sait le nombre de parcelles qu'ils gèrent? Non. C'est autant de questions qu'il faudra qu'on raisonne ensemble pour qu'on ait un plan d'ensemble. Parce que là où on devait peut-être rejeter les... Comment on appelle ça? Récolter les eaux. On ne sait pas où les faire, même quand il faut faire les égouts. Souvent, c'est bloqué à un système où les gens construisent même là où le caniveau devait passer. C'est pourquoi nous avons des inondations. Prenons cette brève. Les combats ont repris ce samedi entre les rebelles rwandais du M23 et les FARDC sur l'axe Tongo-Bishusha dans la chefferie de Bito à Rutshuru. C'est ce que rapportent les sources sécuritaires qui annoncent dans le même temps que les combats à l'arme lourde ont débuté depuis vendredi dans l'après-midi. Il faut cependant relever qu'il s'agit d'une énième violation des conclusions du mini-sommet de Luanda qui parlait d'un cessez-le-feu immédiat. La présence des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda est signalée dans le territoire de Masisi et Nyiragongo. C'est ce que confirment les FARDC. Selon le général-major Sylvain Ekenge, la population doit demeurer vigilante et signaler tout mouvement suspect. On écoute donc le porte-parole du gouvernement militaire dans cet extrait choisi par Annie Ankole. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité
au profit de toute la population de ces entités territoriales. Et puis les armées congolaises et ougandaises ont infligé une lourde perte aux rebelles ougandais des ADF. 30 djihadistes ont été neutralisés entre le dimanche et le lundi, rapporte le responsable des opérations Soudjia. Les détails, c'est dans cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser un chef commandant des ADF qui quittait du côté Moalika en prenant la route Kassindi-Butembo, mais arrivé au niveau près de la localité Karuruma, et il est tombé dans l'embuscade tendue par notre armée. Et Dieu merci, nous avons neutralisé ces chefs et récupéré son arme AK-47 qui l'aidait comme pour sécurité. Vous allez comprendre que nous sommes en train de faire le tout possible pour donner la paix à notre population tout en s'amusant plus sur les terroristes ADF-MTM, si seulement les Maïmaï qui continuent à nous attaquer, à nous affaiblir dans le Bachou, peuvent prendre conscience que l'ennemi qui met en danger le vue des citoyens congolais sont des ADF-MTM et nous devons les prendre au sérieux. Parlons à présent du sommet USA-Afrique qui a vécu mercredi à Washington aux USA. Cette rencontre a débouché sur la signature d'un protocole d'accord entre les pays de l'Oncle Sam et l'Alliance RDC-Zambie sur une chaîne de valeur des matières premières dans la production des batteries pour des voitures électriques. On en parle avec Ruth Dinonzei. Ce sommet a réuni les dirigeants américains, dont le président Joe Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken, ainsi que les dirigeants africains, particulièrement ceux de la RDC et de la Zambie, représentés par leurs chefs d'État et quelques membres des gouvernements. Séance tenante, les participants ont conclu à la signature d'un protocole d'accord entre les secrétaires d'État américains Anthony Blinken, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC Christophe Lutundula et le ministre zambien des Affaires étrangères Stanley Kakubo. Le dit protocole d'accord retrace les modalités de la création au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie d'une industrie de transformation des matières premières pour la production des batteries des voitures électriques. Les USA ont promis d'apporter leur technologie, mais aussi les investisseurs américains en République démocratique du Congo et en Zambie. Ce sommet a en outre évalué la situation sécuritaire dégradante dans l'est de la RDC. Les USA ont réitéré leur position de demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Pour sa part, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a sollicité de la part des USA une pression accrue sur le Rwanda en vue de la cessation urgente des hostilités dans l'est de la RDC. Autre chose à présent, le conflit communautaire entre les Téké et les Yaka est loin de dire son dernier mot. Après avoir touché Maïndombe, le Kwilu et Kinshasa, la province du Kwango est aussi sous la menace. Annie Akole. Après avoir affecté le territoire de Bagata, la présence des assaillants armés est signalée au village Bitadi-Loassa à 67 km de la route nationale numéro 1 d'après la société civile locale. Ce village est à proximité des Fatundu dans le territoire de Bagata. Selon les sources locales, les assaillants sont revenus du territoire des Kwamout. C'est suite à la présence des assaillants venus de Kwamout, il y a 5 jours qu'ils sont là et essaient de se préparer pour attaquer. Nous pensons déjà que c'est une menace si jamais les attaques des assaillants du Kwamout se généralisaient dans la partie ouest du pont de toucher la route nationale numéro 1. Notre crainte est à ce niveau. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la sécurité soit renforcée davantage, affirme Lucien Lufutu, président du cadre des concertations de la société civile du Kwango, à une source locale. La province du Kwango est la troisième à être touchée par ces atrocités. Récemment, 14 assaillants ont été arrêtés au pont Kwango. Ils se prépareraient à attaquer le village environnant. Ces violences se sont rapprochées aussi de Kinshasa. Officiellement, le gouvernement parle des 12 morts déjà enregistrés dans le périphérie de la capitale. Il y a une semaine, les armes et munitions ont été découvertes par le service de sécurité à Menkao dans la commune de Malou.
Et puis c'est ce 19 décembre que la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, va accueillir la 9e conférence des gouverneurs de 26 provinces de la RDC. C'est dans un message télégramme que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a demandé à toutes les autorités provinciales de se présenter dans cette ville dans le temps. Qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour de cette conférence? Élément de réponse dans ce récit. Il semble évident qu'une bonne partie de cette rencontre soit marquée par l'instabilité de la sécurité dans la partie est de la RDC, précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où on parle encore de l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda et les rebelles ougandais des ADF ainsi que d'autres groupes armés. Un point d'honneur sera aussi certainement placé sur le programme de développement local de 145 territoires du pays qui n'a pas cependant effectivement démarré. Le curseur sera sans nul doute placé sur la crise institutionnelle dans certaines provinces, le cas du Sud Kivu où Teyongwa Bidje a été déchu pour la énième fois alors qu'il continue de contester cette sanction de l'hémicycle provincial. On se rappelle aussi que lors de son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi avait promis une évaluation trimestrielle des gouverneurs des provinces. Jusque-là, rien n'a été fait. Fin du suspense, Moïse Katumbi sera le candidat à la présidentielle de 2023. Le patron d'Ensemble pour la République a officiellement annoncé ses ambitions au cours d'un entretien avec France Média Monde ce vendredi. On l'écoute dans cet extrait choisi par Annie Akole. Comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Et puis le Sénat a clôturé jeudi la session de septembre. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, la Chambre haute du Parlement a atteint ses principaux objectifs, entre autres le vote de la loi des finances revue à la hausse par les sénateurs après un examen approfondi. Ruth Dinonzé. La Chambre haute du Parlement a épuisé la majeure partie des matières inscrites à son calendrier. Dans son discours de clôture de cette session de septembre, le président de cette Chambre a passé en revue toute la situation du pays, de la sécurité au social de la population, en passant par l'économie, la santé, les élections prévues l'an prochain et l'agression lâche dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Rien n'a été occulté par les speakers de la Chambre haute. Modeste Bahati a appelé les Congolais à rester très vigilants et soudés derrière le chef de l'État et les FARDC afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le M23 n'était que la tête de l'iceberg dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles.
Peu avant la clôture de la session, la plénière de la Chambre haute a voté les rapports de la commission paritaire ECOFIN Sénat Assemblée nationale, rapport qui a aplani des divergences sur la loi des finances 2023 qui n'a pas été votée en des termes identiques. C'est la position du Sénat qui a été prise en compte et qui fait passer le budget 2023 de 15 milliards à 16 milliards,80 millions de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de l'année 2022. Outre cette loi des finances, le Sénat a également voté en seconde lecture la loi d'habilitation du gouvernement conformément à l'article 129 de la Constitution. Cette loi permet au gouvernement de la République de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi pendant que le Parlement est en vacances. Et ce budget évalué à 16 milliards de dollars américains a été sérieusement critiqué par Prince Epengue qui regrette que la grande partie sera orientée vers les dépenses des institutions du pays. Ce cadre de la Mouka pense que ce chiffre ne traduise en rien la réalité du panier de la ménagère. On l'écoute au téléphone de Igor Somo. C'est une bonne chose que le budget de l'État augmente. D'ailleurs, on aurait pu avoir un budget de plus de 20 milliards. En effet, avec l'embellie, l'augmentation des prix de nos matières premières sur les marchés internationaux, le budget aurait pu être de plus de 20 milliards. Mais malheureusement, le détournement des fonds publics étant général, étant devenu l'espoir favori de ces régimes, le peuple congolais est contraint à vivre avec ce budget modique de 16 milliards qui ne traduit pas ses ambitions pour une population estimée à 100 millions d'habitants. D'ailleurs, que vaut un budget de 16 milliards s'il n'est pas suivi dans son exécution du contrôle? Nous faisons remarquer que depuis 2019, les différents budgets ont connu un taux d'exécution de moins de 70%. Où va le reste d'argent? Voilà pourquoi le peuple s'interroge sur ces chiffres qui ne traduisent rien sur le panier de la ménagère. Aussi, l'essentiel de ce budget de 16 milliards, où 90% ira pour des dépenses des institutions. Et le peuple dans son ensemble n'aura absolument rien. Donc pour la coalition Lamuka, il est important qu'on revienne aux fondamentaux. Et puis c'est certainement une bonne nouvelle pour les étudiants. 120 bus Transacademia sont déjà à Kinshasa depuis dimanche. C'est le ministre du Transport et Voies de Communication qui les a réceptionnés en présence des partenaires de la RDC dans ce secteur. On en parle dans ce récit. Ces bus étaient arrivés vendredi à la cité frontalière de Lufu par le port angolais de Lobito avant d'être réceptionnés dimanche par le ministre des Transports accompagné des partenaires de la firme chinoise Ankai et la cellule de passation de marché public. Chéribin Okende ne s'est pas retenu pour s'adresser aux étudiants. J'apaise la communauté estudiantine qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Transacademia jusqu'à sa maturation. Climatisés, ces bus Transacademia seront remis dans les prochains jours au comité de gestion de ces véhicules de marque Ankai, non même des partenaires de la RDC qui vont construire dans les cadres de ce partenariat un hangar d'entretien pour ces engins roulants. Il faut dire que les 120 bus réceptionnés sont un premier lot de 600 Transacademia commandés par Kinshasa. Et puis en culture, le gouvernement va prendre en charge les obsèques de Tchiala Moana. C'est la ministre de la Culture qui a fait cette annonce après sa visite à la famille de cette artiste musicienne et cadre du PPRD le jeudi. Seulement, ce deuil réunit dans le même temps l'Union Sacrée qui organise les obsèques et le PPRD qui a perdu sa présidence de la Ligue de femmes. Deux formations politiques totalement opposées qui ont eu un précédent fâcheux autour de la reine de Motwashi. Divine Tiala nous propose cet élément. Tchiala Moana, la chanteuse des années 80, a fait polémique à travers sa chanson Ingratitude qui a créé de grosses fissures entre les deux camps politiques de l'Union Sacrée et le PPRD. Dans sa chanson, elle dit, je cite, « Ingratitude, tu es méchant, tu
tu m'as déçu. Dieu a donné à Satan le pouvoir, mais il a refusé d'obéir. La reconnaissance n'est pas de ces mondes. » Fin de citation. Cette chanson a été considérée comme l'objet de polémiques et d'insultes pour le pouvoir en place. Par ailleurs, quelques heures seulement après sa mort, une note vocale de la chanteuse a été balancée sur les réseaux sociaux où elle expliquerait à un cadre du PPRD que le gouvernement l'a supplié de chanter pour le pouvoir en place sans pour autant qu'elle soit débauchée. Seulement, il n'y a pas eu de suite. Au regard de ce qui précède, la question sur la cohabitation entre le gouvernement de l'Union sacrée qui finance ses obsèques et le PPRD, la famille politique de la défunte, reste en suspens. Et puis en bref, la Croatie sera sur la 3e marche du podium de la Coupe du Monde Qatar 2022. Elle a battu le Maroc ce samedi par un score de 2-1 dans le cadre de la petite finale. Tous les buts de la rencontre ont été marqués lors de la première période. C'est donc demain que se joue la grande finale qui opposera la France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi à 16h, heure de Kinshasa. Et puis on va se quitter par cette nouvelle. L'école Massamba et le lycée Maman Diakeba veulent renforcer davantage leur lien de fraternité. Les deux établissements scolaires de la commune de Limété ont livré un match ce samedi qui a tourné en faveur des professeurs du lycée qui ont battu leur adversaire du jour par un score de 2-1, un peu comme le match Croatie-Maroc. Suivez ce reportage de Alexandre Kamania et Enoch Mafouka. Les scores du match importent peu, ce qui compte le plus, c'est la fraternité considérée entre l'école Massamba et le lycée Mama Diakeba à travers cette rencontre sportive soldée sur les scores des 1-2. Selon le professeur de l'équipe Diakeba, cette discussion a permis également de travailler sur le physique des enseignants qui n'ont pas, pour la plupart, exercé une activité sportive depuis belle lurette. Dans une joie extrême, parce qu'on ne s'entraîne pas tous les jours. C'est une première et bon... Nous remercions nos amis d'avoir répondu favorablement et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Pour l'école Massamba qui a joué à domicile et perdu ses matchs, le sport c'est le fair play. Son préfet Frank Isonama a tout de même encouragé le professeur de son école. Voilà déjà qu'on se retrouve entre le professeur Massamba et ceux de Mama Diakeba et surtout que l'objectif c'est le renforcement des liens entre nous. Certainement on ne se connaît pas mais ce sera une occasion. Donc en fait le foot... ou alors nous avons perdu, c'est juste peut-être bon. Il faut dire que c'est pour la première fois que ces deux écoles de Limété s'affrontent. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.